Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Médecine à travers les siècles. Collection dirigée par le Dr Xavier Rio. L'objectif de cette collection est de constituer une histoire grand public de la médecine ainsi que de ses acteurs plus ou moins connus, de l'Antiquité à nos jours. Si elle se veut un hommage à ceux qui ont contribué au progrès de l'humanité, elle ne néglige pas pour autant les zones d'ombre ou les dérives de la science médicale. C'est en ce sens que, conformément à ce que devrait être l'enseignement de l'histoire, elle ambitionne une vision globale et non partielle ou partiale comme cela est trop souvent le cas. Dernière parution. Xavier Rio et Philippe Brousseau, Odontologie médico-légale et Serial Killers. La dent qui en savait trop, 2014. Serge Kernbaum, à la stream. L'homme et la variole, 2014. André-Julien Fabre, Les médecins de Venise, 2014. Régis Nessim Sachs, De médecins juifs du Xe au XVIIe siècle, 2014. Roland Brunner, La folie à Rome, 2014. Apolline Trioulaire, Sainte Apolline, sainte patronne des dentistes et de ceux qui ont mal aux dents, 2014. Pauline Ledent, L'art dentaire en Égypte antique, 2014. Frédéric Dubrana, L'expérience chirurgicale. De la vivisection à l'expérimentation, 2013. Henri Lamandin, Les deux Jussieu, une famille de botanistes au XVIIIe et XIXe siècle, 2013. Jean-Jacques Thomasso, La vie et les écrits de Bernard-Nicolas Lorinet, 1749 à 1814. Un médecin des Lumières dans les Révolutions, 2013. Jean-Pierre Martin, L'instrumentation médico-chirurgicale en caoutchouc en France, 18e-19e, 2013. Michel Agermain, Alexis Carrel, Un chirurgien entre ombre et lumière, 2013. Henri Lamandin, Anthony van Leeuwenhoek, 1632 à 1723, Le microscope médical et les spermatozoïdes, 2013. Christian Warolin, Molière et le monde médical au XVIIe siècle, 2013. Jean-Louis Heim, La longue marche du genre humain, de la bipédie à la parole, 2013. Du même auteur. Le Rhinosophe, Publibook 2006. La statue à sa fenêtre, Amalthée 2007. Nos limites sont de cendre, Col. Les cahiers de poésie verte. Frisch 2008. Prix Troubadour 2008. Né en main, Publibook 2008. Nicodème, le disciple mystérieux, Bénévent 2009. Envahi par nous-mêmes, Col. Poète des 5 continents. L'Harmattan 2010. Aucun de vous n'était absent, Col. Témoignage poétique. L'Harmattan 2011. Nos arbres, l'Harmattan 2011. Nos neiges d'été, les sentiers du livre 2012. Le sein de paille, les sentiers du livre 2012. Le buste d'Héraclite ou la fin du philosophe. Les sentiers du livre 2012. Le chat et le violoncelle, les sentiers du livre 2013. Préambule. Voltaire, Zadig ou la destinée 1748, chap. 2 perpé 5 à 6. Un jour, Azora revint d'une promenade tout en colère et faisant de grandes exclamations. « Qu'avez-vous, lui dit-il, ma chère épouse? Qui vous peut mettre ainsi hors de vous-même? Hélas, dit-elle, vous seriez indignée comme moi si vous aviez vu le spectacle dont je viens d'être témoin. J'ai été consoler la jeune veuve Cosrou, qui vient d'élever depuis 2 jours un tombeau à son jeune époux auprès du ruisseau qui borde cette prairie. Elle a promis au Dieu, dans sa douleur, de demeurer auprès de ce tombeau tant que l'eau de ce ruisseau coulerait auprès. Eh bien, dit Zadig, voilà une femme estimable qui aimait véritablement son mari. Ah, reprit Azora, si vous saviez à quoi elle s'occupait quand je lui ai rendu visite. À quoi donc, belle Azora? Elle faisait détourner le ruisseau. Azora se répandit en des invectives si longues, éclata en reproches si violents contre la jeune veuve, que ce faste de vertu ne plut pas à Zadig. Il avait un ami, nommé Cador, qui était un de ces jeunes gens à qui sa femme trouvait plus de probité et de mérite qu'aux autres. Il le mit dans sa confidence, et s'assura autant qu'il le pouvait de sa fidélité par un présent considérable. Azora, ayant passé 2 jours chez une de ses amies à la campagne, revint le 3e jour à la maison. Des domestiques en pleurs lui annoncèrent que son mari était mort subitement,
la nuit même, qu'on n'avait pas osé lui porter cette funeste nouvelle, et qu'on venait d'ensevelir Zadig dans le tombeau de ses pères au bout du jardin. Elle pleura, s'arracha les cheveux et jura de mourir. Le soir, Cador lui demanda la permission de lui parler, et ils pleurèrent tous deux. Le lendemain ils pleurèrent moins et dînèrent ensemble. Cador lui confia que son ami lui avait laissé la plus grande partie de son bien, et lui fit entendre qu'il mettrait son bonheur à partager sa fortune avec elle. La dame pleura, se fâcha, s'adoucit. Le souper fut plus long que le dîner, on se parla avec plus de confiance. Azora fit l'éloge du défunt, mais elle avoua qu'il avait des défauts dont Cador était exempt. Au milieu du souper, Cador se plaignit d'un mal de rate violent. La dame, inquiète et empressée, fit apporter toutes les essences dont elle se parfumait pour essayer s'il n'y en avait pas quelqu'une qui fût bonne pour le mal de rate. Elle regretta beaucoup que le grand Hermès ne fût pas encore à Babylone. Elle daigna même toucher le côté où Cador sentait de si vives douleurs. « Êtes-vous sujet à cette cruelle maladie » lui dit-elle avec compassion. « Elle me met quelquefois au bord du tombeau » lui répondit Cador, « et il n'y a qu'un seul remède qui puisse me soulager, c'est de m'appliquer sur le côté le nez d'un homme qui soit mort la veille. » « Voilà un étrange remède, » dit Azora. « Pas plus étrange, » répondit-il, que les sachets du sieur Arnoux contre l'apoplexie. Cette raison, jointe à l'extrême mérite du jeune homme, détermina enfin la dame. « Après tout, » dit-elle, « quand mon mari passera du monde d'hier dans le monde du lendemain sur le pont de Chinavar, l'ange Azraël lui accordera-t-il moins le passage parce que son nez sera un peu moins long dans la seconde vie que dans la première ?» Elle prit donc un rasoir. Elle alla au tombeau de son époux, l'arrosa de ses larmes et s'approcha pour couper le nez à Zadig, qu'elle trouva tout étendu dans la tombe. Zadig se relève en tenant son nez d'une main, et arrêtant le rasoir de l'autre. « Madame, lui dit-il, ne criez plus tant contre la jeune Cosrou. Le projet de me couper le nez vaut bien celui de détourner un ruisseau. » Avant-propos. De nez à nez, cela signifie d'un nez à l'autre ou plus précisément du nez d'hier au nez d'aujourd'hui. C'est passer du nez biblique d'hier, et des approximations de l'Antiquité au nez scientifique d'aujourd'hui avec ses éventuelles approximations. Telle est la gageure de ce livre. Telle est l'aventure que j'aimerais vous faire partager. Organe mineur au sein du corpus pathologique, le nez est devenu tardivement une spécialité, la rhinologie, à part entière dans l'histoire de la médecine. Il s'est attaché à l'oreille, otologie et à la gorge, laryngologie, pour former l'otorhinolaryngologie à laquelle était encore liée l'ophtalmologie jusque dans les années 60 à 70. Le nez, organe respiratoire et olfactif, fait aujourd'hui l'objet d'une nouvelle théorie qui tente de rapprocher le développement embryonnaire de l'homme et l'évolution des espèces, autrement dit la phylogenèse et l'ontogenèse. Cette théorie nous propose donc une approche philontogénique de la rhinologie qui met en parallèle évolution et développement, la théorie EVO-DEVO. Il est donc urgent de revisiter l'histoire de notre nez pour bien saisir les enjeux de cette nouvelle approche conceptuelle qui conditionnera, dans l'avenir, la compréhension des pathologies et la mise en place de leur traitement. Le nez, qui fut le premier organe honoré par la révolution créationniste biblique, est aujourd'hui le premier organe honoré par la révolution évolutionniste spéculative. Les temps changent. Les tenants de l'une ou l'autre position vont pouvoir de nouveau ferrailler sur des bases scientifiques nouvelles, étant donné la réalité de certains arguments comme l'absence de transmission héréditaire des caractères acquis d'une part, et le fait que l'ontogenèse ne résume pas la phylogenèse d'autre part. Les débats perdurent. Quoi qu'il en soit, le nez nous pose bien la question fondamentale: qui sommes-nous véritablement ? Nous sommes pour partie, et pour partie seulement, ce que l'histoire dit de nous. Il est donc utile de faire un état des lieux. Que nous dit notre nez ? Que nous dit-il de nous ? À cette question, pas de réponse possible sans aborder en premier l'état historique du nez, c'est-à-dire l'histoire de notre appendice nasal, celle qui nous fera remonter à travers les âges vers le nez primordial, voyage toujours précieux pour mieux comprendre le temps présent. Obligation historique du devoir de mémoire, afin de mieux nous comprendre nous-mêmes. C'est à une démarche historienne ou historico-critique que le nez nous invite avant tout, démarche de l'historicité chère aux historiens, aux historicistes et autres historiographes.
Nous y découvrirons les prédécesseurs de nos actuels médecins spécialistes en otorino-laryngologie, leurs premières analyses anatomiques, leurs premiers traitements des affections nasales et l'évolution de leur art dans le temps jusqu'à nos jours, au fin de savoir si nous avons beaucoup progressé, beaucoup évolué ou si au contraire, nous avons beaucoup oublié, beaucoup perdu de ce nez de nos origines, notamment pour ce qui concerne notre odorat. Mais, nous irons aussi à la rencontre des mythes et des légendes qui n'entrent pas dans le champ des prérogatives historicistes, mais plutôt dans celui d'une approche plus anthropologique et cultuelle. Nous terminerons cet état des lieux du nez par un énoncé des pathologies, non seulement du point de vue du médecin, qui exhibe souvent un étalage fastidieux de connaissances, mais aussi du point de vue des patients souffrant d'affections nasales. Au final, ce livre ne peut ni ne veut être complet. Il est un simple ouvrage de vulgarisation et ne s'adresse pas aux spécialistes. Il s'adresse aux médecins généralistes qui trouveront là un savoir condensé leur permettant d'affronter avec plus de pertinence les pathologies nasales. Mais, cet ouvrage s'adresse aussi à tous ceux qui sont amoureux du nez, à tous les professionnels du nez, œnologues et parfumeurs par exemple, à ceux qui sont gênés par leur nez et enfin aux curieux, sans oublier tous ceux qui aiment se promener dans la vie le nez au vent. Une courte histoire du nez. Le nez et sa mémoire. Le livre de Sushrata, chirurgien hindou du 5e siècle après Jésus-Christ, raconte comment était réalisée la chirurgie réparatrice du nez. Le plus bel exemple qu'on en ait est la réfection du nez selon un procédé encore utilisé aujourd'hui sous le nom de méthode indienne. L'amputation du nez est en effet une peine souvent appliquée à cette époque en Inde, notamment aux prisonniers de guerre. L'opération réparatrice des pauvres victimes est menée avec une grande précision. Le modèle préalablement taillé à la demande dans une feuille d'arbre est appliqué sur le front. Le lambeau de peau taillé sur son contour est alors retourné et suturé à sa place définitive sur les 2 tubes tuteurs calibrant les 2 narines. Le pédicule est sectionné 3 semaines plus tard. Avons-nous beaucoup progressé ? C'est bien à cette réflexion que je voudrais consacrer cet opuscule, réflexion que j'aimerais faire partager aux lecteurs, aventuriers des temps modernes, qui osent s'engager sur le chemin du savoir, mais n'hésitent pas également à remettre en cause son propre savoir. Interne en chirurgie réparatrice de la face dans les années 70, j'ai appris à réaliser cette technique chirurgicale pour des victimes d'agressions, non pas guerrières, mais routières, animales ou sportives. Rien de la technique de Sushrata n'a donc changé aujourd'hui, hormis son nom, lambeau tubulé frontal. Le délai de section du pédicule n'a pas changé lui non plus. Nous voyons bien que l'histoire du nez transporte avec elle une évolution du langage qui reflète plutôt l'évolution des connaissances scientifiques que les progrès du vrai savoir. Prenons un exemple. La physiologie de la muqueuse nasale lui impose une vascularisation particulièrement riche. L'air inspiré doit se réchauffer et s'humidifier à son contact. Le sang artériel lui apporte en abondance la chaleur et la vapeur d'eau nécessaires. Ce langage est celui de H. Bourgeois, chef du service ORL de l'hôpital Laennec, et date du début du XXe siècle. Aujourd'hui, nous pouvons lire une prose médicale quelque peu différente, sur un plan littéraire s'entend. Les cellules épithéliales, elles-mêmes, peuvent initier le traitement du signal antigénique, et le mucus nasal représente un système biochimique et cellulaire complexe dont les mailles de glycoprotéines constituent de véritables leurres pour les adhésines bactériennes. Les LT prédominent autour des follicules. 25% d'entre eux ont une expression HLA-DR+, ce qui est un signe d'activation, comme d'ailleurs l'expression CD4, T4 et l'existence de récepteurs pour IL-2. Ne passons-nous pas d'un langage commun de bon sens à un verbiage abscon d'initié, proche de la poésie hermétique d'un Patrick Coppens dans ses poèmes névralgiques écrits en 1963 ? Sur la faïence. De l'idée nette. Le maître du logis dit sec. Peut-être l'oiseau de paradis. 17. Le verbiage scientifique peut atteindre des sommets où les spécialistes eux-mêmes se perdent. TH1 type cell synthétise IFNY-NDIL2 upon stimulation via the TCRCD3 complexe. TH2 type cells produce IL4, IL5, IL6 and IL10 en array of cytokine essential for B cell response. Mais ne restons pas coincés dans la sémantique. Cette mémoire historique du nez, que nous circonviendrons dans un langage compréhensible de tous, je l'espère,
Nous ne la confondrons pas avec la mémoire personnelle du nez, celle de notre propre nez, mémoire portée par les odeurs, les événements, la vie. Si le nez a une histoire, il a aussi en tant que personnage à part entière ces légendes qui traversent les siècles et ainsi notre propre existence. De Cléopâtre dont le nez était si beau, à Cyrano, dont le nez était si laid, sans oublier Pinocchio dont le nez était le juge, ni le Zadig de Voltaire qui faillit perdre le sien par la frivolité de sa femme, ni enfin le Kovalyov de Gogol qui découvrit un matin la disparition du sien. Le nez, objet sujet de l'histoire et de la littérature, est aussi l'objet de railleries dont la plus aboutie, la plus drôle et la plus absolue est celle du professeur Harald Stumpfe, auteur incontesté d'un nouvel ordre de mammifères, les rhinogrades. Canular scientifique sans précédent qui évacue les moqueries faciles et les jette dans la corbeille de l'oubli. Enfin, je n'insisterai pas davantage sur les noms d'oiseaux donnés au nez, pif, blaise, patate, naze et autres tarins. Ils permettent, le cas échéant, comme le disait Coluche, de fumer sous la douche. Lambeau tubulé frontal. D'après Revol Monsieur École, la réparation des pertes de substance du nez chez l'adulte, Masson, Paris 1994. Il y a l'histoire du nez, mais il y a aussi des histoires de nez. À nous, médecins spécialistes rhinologistes, de les chercher à travers l'anamnèse, magnifique démarche diagnostique qui nous enseigne tant, démarche d'historien de l'organe. C'est sur ce tableau aux multiples facettes que nous allons peindre ensemble cette mémoire du nez. Je voudrais d'ailleurs commencer la préparation de cette toile par un petit rappel mythologique, avant d'aborder la grande histoire, riche en enseignements ou plutôt en questionnements. Mythes et légendes, un fond de toile historique. Un retour en arrière est nécessaire vers la mémoire du nez la plus profondément enfouie, celle des mythes et des légendes. Nous verrons que le nez est bien l'organe le plus proche des origines de l'homme, ou du moins, l'organe auquel l'homme donne la première importance dès qu'il s'agit d'inventer nos origines. Un retour aux sources. Un retour à la source dans le passé du nez le plus lointain. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 7. Bible de Louis II. Un retour aux origines de la vie que confirme l'apôtre Paul. Le premier homme devint une âme vivante. 1 Corinthiens 15, 45. Car l'homme n'était aux yeux de l'auteur yaviste de ce chapitre de la Bible, qu'une âme morte, une étoile sans vie. Poussière. Terre. Adam. Le terreux. Adama signifie la terre, la glaise en hébreu. Le souffle de vie. Ce verset de la Bible nous fait traverser 15 milliards d'années par le nez. Les 15 milliards d'années qui nous séparent du Big Bang fondateur où l'homme n'était que poussière d'étoiles selon l'astrophysicien Hubert Reeves. Poussière d'étoiles ou poussière de terre, l'homme de l'astrophysique ou l'homme biblique est toujours un Adam. Et le nez devient l'organe de la vie, tout simplement. Le nez, receveur du souffle vital divin, assume sa première fonction physiologique dès les origines. J'en suis navré pour les confrères spécialistes des autres organes vitaux que sont les poumons, le cœur, le foie, le rein, etc. Mais le nez, ce petit appendice mineur, les précède tous en mythologie créationniste. En effet, après cette description originelle du nez, que nous reste-t-il à dire ? Quel organe peut bien se targuer de posséder une telle importance ? Le nez, premier organe cité par la Bible, honoré dans sa fonction respiratoire, initiateur physiologique du principe de vie, le souffle, sera honoré aussitôt, quelques versets plus tard, dans sa fonction olfactive puisqu'au jardin d'Éden se trouve l'or ainsi que le bédélium et la pierre d'onyx. Genèse 2, 12. Le bédélium est une résine odoriférante de couleur jaune. Le nez et sa fonction olfactive, flattée au jardin d'Éden, sont mis à l'honneur dès les origines. Mais plus encore, le parfum constitue un lien sacré entre le Seigneur et Moïse qui apparaît dans le livre de l'Exode, par exemple 30, 34 à 38. Le Seigneur dit à Moïse, « Procure-toi des essences parfumées, storax, ambre, galbanum parfumé, encens pur en parties égales. Tu en feras un parfum mélangé, travail de parfumeur salé, pur, sacré. Tu en réduiras un morceau en poudre pour en mettre un peu devant la charte dans la tente de la rencontre, là où je te rencontrerai. Pour vous il sera très saint. Et ce parfum que tu feras, vous n'utiliserez pas sa recette à votre usage. Tu le tiendras pour consacrer au Seigneur. Celui qui en fera une imitation pour jouir de son odeur, sera retranché de sa parenté. Il s'agit ici d'un lien sacré entre Yahvé et Moïse,
mais aussi d'un lien saint entre le Créateur et sa créature. Un lien olfactif créant l'odeur de sainteté. Le nez réalisant ce lien. Si la création biblique place le nez au rang d'organe saint et sacré, cela reste du domaine du mythe. Il faut alors tourner notre regard non pas vers la création, mais vers l'évolution pour en savoir un peu plus, même si, comme nous le voyons, la mémoire du nez nous propulse dans notre propre mémoire originelle pour entretenir l'éternel dilemme entre création et évolution. Si le nez se trouve au premier rang de nos organes dans la création, l'évolution, quant à elle, nous montre plutôt une involution du nez et du sens puissant qu'il porte, dont sont pourvus les mammifères, l'odorat. Notre odorat humain n'est qu'une pâle imitation, ou un pauvre reliquat de celui de notre prédécesseur australopithèque, voire de celui de notre chien. Choisirons-nous le nez créé, ou le nez évolué? Le nez de la création, mythologique et légendaire, véhicule de vie, ou plutôt le nez de l'evolution, témoin involué. C'est donc l'idée même de l'homme et du sens de sa vie au sein du monde, qui est soulevée par cette question. L'homme dont le destin se joue par son nez avec ce souffle vital transnasal, initial auquel nous donnerons du sens, ou pas. C'est selon. Loin de moi l'intention d'insuffler une interprétation ou un sens quelconque à ces propos. Je m'attarde simplement sur l'histoire de l'organe. La question herméneutique du sens est bien trop personnelle pour que je puisse oser l'influencer. Au mieux, quelques éléments de réflexion. Un dernier élément nous vient de la Kabbale qui appréhende l'être vivant comme ne accent aigu fèche, c'est-à-dire comme respirant. Le roi, ou souffle, est aussi l'ensemble des émotions, pulsions et autres forces intérieures qui nous poussent en avant et nous font vivre. Ce souffle, roi, est aussi la vibration et l'exercice qui consiste à prononcer la voyelle I vers le haut, vers le nez. Il dissipe les migraines, toujours pour le kabbaliste. Mais dans le principe d'involution que peut offrir l'évolution, ne se trouve pas uniquement l'odorat. Sur le plan de l'esthétique, il existe aussi une sorte d'involution. J'entends esthétique au sens de l'image de notre nez, c'est-à-dire en fait, notre propre image ou l'image que chacun se fait de sa propre image. Ce nez qui nous définit, nous identifie, nous montre en quelque sorte, est devenu gênant. Il a donc fallu le diminuer, le réduire et c'est le chirurgien plasticien qui s'en est chargé, sophistiquant à l'extrême ses méthodes et ses justifications. Depuis 30 ans je n'ai en effet jamais entendu, ni reçu la moindre demande d'augmentation du nez, mais uniquement des demandes de réduction. Trop long, trop large, trop gros, trop ceci, trop cela. À certaines disgrâces évidentes causées par la naissance, la maladie ou l'accident, s'est ajoutée une cohorte de désirs liés au refus de l'image et aux pressions d'une esthétique globalisée soumise aux impératifs d'une mode égalisatrice dont les critères obscurs ont fait le malheur de certains en faisant la fortune d'autres. Un certain Michael Jackson en fut le modèle à la fois universel et lamentable, quittant les canons de la beauté de sa négritude pour se dépersonnaliser en s'enfouissant dans les critères champions et douteux d'un autre lui-même marketisé, à des fins commerciales. La bande dessinée nous en est également témoin. On est passé en quelques décennies, du bon gros pif du capitaine Haddock, Hergé, les aventures de Tintin années 50, au nez schématisé par 2 points de Laureline, une héroïne futuriste, Mézières et Christine, Valérian et Laureline années 80. Au-delà des faits, il faut comprendre cette involution de l'esthétique nasale vers toujours moins, vers un aspect dissimulant ce qui est aujourd'hui un appendice gênant et laid, quand il s'agissait autrefois du témoin d'un caractère ou des origines des gens. Les nez forts, basques ou gascons, et leurs charmes disparaîtront un jour au profit d'un nez de magazine, souvent retouché par les manipulateurs d'images, qu'ils soient chirurgiens ou photographes, vers lesquels tendront les rêves et les désirs des midinettes formatées que nous devenons irrésistiblement. C'est donc bien d'une involution qu'il s'agit, vers une perte des différences, vers un schéma uniformisateur de chacun pour ressembler à tout le monde. Globalisation de l'image de l'être. Sans doute, comme il existe une globalisation de nos biens de consommation, de culture et de pensée. Mimétisme anthropologique comme l'analysait René Girard? Mais chez le philosophe français, ce mimétisme est source de violence. Aussi méfions-nous. Ainsi, nous observons déjà que nous perdons quelques caractères rhinologiques de différenciation, odorat et esthétique, caractères qui ont à voir avec notre humanité qui semble bien involuer. La physiologie comparée montre que l'adaptation à la vie arboricole s'accompagne d'une régression du
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.